Donc, commençons par le chapitre 1, Versailles ou la paix des vainqueurs. En juin 1919, dans un contexte de profonde désolation économique et sociale, les puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale se réunirent à Versailles pour dicter les termes de la paix. L'Europe, ravagée par 4 années de conflit total, portait les stigmates de la destruction massive, d'hyperinflation et de traumatismes humains sans précédent. Dans ce cadre, les représentants de l'Allemagne, les perdants, bien qu'invités à recevoir le texte final, furent tenus à l'écart de toutes les négociations préalables. Ils découvrent les clauses du traité seulement le 7 mai 1919, sans possibilité d'en discuter ou d'en modifier le contenu. Le processus de paix fut entièrement piloté par un cercle restreint de dirigeants issus des principales puissances alliées, communément désignées comme le Conseil des Quatre. Nous avons donc les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Italie. Mais ce groupe fut rapidement dominé par 3 figures centrales, chacune incarnant une vision stratégique profondément divergente. Le président américain Andrew Wilson, porteur d'un idéalisme moral fondé sur la transparence diplomatique, la liberté des mers et la création d'une organisation internationale pour garantir la paix, la future SDN, qui deviendra l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis cherchent à rompre avec les logiques impériales du passé et prendre sa place dans les États qui régentent le monde. Le Premier ministre britannique, quant à lui, David Lloyd George, combine un pragmatisme colonial avec un souci de maintenir l'équilibre européen. Il évite à la fois l'affaiblissement excessif de l'Allemagne et gère la prédominance française. Enfin, le chef du gouvernement français, Georges Clemenceau, marqué par les invasions répétées de son territoire, une guerre de 1870-1871, 14-18, et la destruction du nord du pays, défendait une approche revancharde, centrée sur la sécurité nationale. Il exige des garanties militaires et des réparations suffisantes pour rendre toute reprise de la guerre impossible. Cette triade hétérogène oscille entre principes universels, les États-Unis, intérêts impériaux, l'Angleterre, et impératifs sécuritaires, la France. Il façonne un traité dont les conditions internes allaient rapidement miner sa légitimité et sa durabilité. La définition de la paix des vainqueurs. La paix des vainqueurs désigne un modèle de traité de paix imposé unilatéralement par les puissances victorieuses à l'issue d'un conflit, sans que le vaincu ne soit consulté ni même autorisé à participer aux négociations. Ce type d'accord repose moins sur une logique de réconciliation ou de reconstruction partagée que sur des objectifs de sécurité immédiate et de punition symbolique ou matérielle. Les clauses sont conçues pour neutraliser toute capacité de revanche future du perdant, souvent par le biais de désarmement forcé, de réparations financières lourdes et de limitations territoriales ou politiques sévères. Toutefois, en privilégiant la domination sur l'équilibre, ce modèle engendre des ressentiments profonds dans la société du pays des faits, où le traité est perçu non comme un acte de justice, mais comme une humiliation collective. Ces sentiments alimentent à terme des discours nationalistes radicaux. Ils affaiblissent la légitimité des élites coopérantes et ils sapent la stabilité démographique naissante. Par ailleurs, l'absence de mécanismes mutuels de garantie ou de coopération économique compromettent toute perspective de prospérité régionale. Tout cela rend le système de paix fragile et temporaire. Loin de clore le cycle de la violence, la paix des vainqueurs en prépare souvent la reprise, car elle établit un ordre fondé non sur le consentement, mais sur la contrainte, et donc destiné à être mis en cause dès que les rapports de force évoluent. Les failles structurelles du traité.
Le traité impose des réparations allemandes d'un montant de 132 milliards de marks or répartis en 3 tranches, dont les historiens ont établi que l'impact fut essentiellement politique, plutôt qu'économique. Cette dette colossale est rapidement devenue un instrument de manipulation politique au sein du Reichstag, le Parlement allemand, où les débats parlementaires rivalisaient d'invectives autour de cette question. Le montant total n'a jamais été versé et l'Allemagne ne régla finalement qu'environ 20 milliards de marks or. La dette est devenue un levier politique que les forces nationalistes allemandes ont utilisé pour attiser le ressentiment populaire. Adolf Hitler a exploité cette situation dès 1933 en annulant purement et simplement le reliquat de la dette. Cette annulation s'inscrivait dans un discours de revanche contre un traité perçu comme humiliant et a servi de catalyseur à la montée du nazisme. L'exemple montre comment une clause économique mal calibrée peut produire des effets politiques disproportionnés en créant un consensus autour de la volonté de rompre avec un ordre international jugé injuste. Les pertes territoriales. La perte territoriale allemande se manifeste de 3 manières cruciales. L'Alsace-Lorraine, annexée par la guerre en 1870-71, est restituée à la France pour réparer une injustice historique qui avait duré près de 50 ans. La Pologne est recréée en tant qu'État souverain doté d'un accès à la mer, ce qui nécessite le démembrement de territoires allemands pour former le corridor de Danzig. Enfin, l'Allemagne est purement et simplement exclue des conférences internationales qui décident de son propre démembrement territorial. Cette triple perte renforce le sentiment d'humiliation nationale et d'injustice. Il crée les conditions d'une contestation radicale de l'ordre de Versailles par la population allemande. Voyons le tableau récapitulatif des objectifs et du résultat de Versailles. Le traité de Versailles affichait comme objectif central de mettre fin à toutes les guerres en instaurant un nouvel ordre pacifique. Mais il a en réalité créé un système de revanche institutionnalisé qui nourrissait les revendications nationalistes. Cet écart entre intention et résultat s'observe sur 3 dimensions majeures. Sur le plan de la stabilité européenne, les auteurs visaient une paix durable, mais ont provoqué l'hyperinflation et l'effondrement de la République de Weimar. Ils ont fragilisé ainsi l'édifice démocratique allemand. Concernant le désarmement, le principe d'une réduction générale des armements s'est traduit par un désarmement strictement unilatéral de l'Allemagne. Cela a créé une asymétrie militaire dangereuse qui privait la République de Weimar de tout moyen de défense crédible, tout en laissant ses voisins libres de leurs capacités. Enfin, la création de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, comme arbitre suprême du nouvel ordre international, a été rendue inefficace par la non-participation des États-Unis. En effet, le Sénat américain avait voté contre. Cela condamne l'institution à une paralysie chronique et la privant de l'autorité nécessaire pour faire respecter ses décisions. Chaque objectif déclaré a donc produit un résultat concret, qui non seulement contredisait l'intention initiale, mais créait les conditions d'une instabilité structurelle à long terme. Donc, l'erreur courante, ce serait de confondre légalité et légitimité. La distinction entre légalité et légitimité constitue un concept fondamental de la diplomatie moderne, que l'exemple du traité de Versailles illustre de manière éclairante. D'un point de vue strictement juridique, ce traité est parfaitement valable, puisqu'il avait été signé par les représentants des puissances victorieuses, conformément
aux procédures diplomatiques internationales en vigueur à l'époque, ce qui en faisait un acte juridiquement parfait, sans aucune faille formelle. Pourtant, aux yeux de la population allemande, ce même traité souffrait d'une absence totale de légitimité politique, car il était perçu comme une imposition injuste et humiliante. Cette dichotomie entre un acte juridiquement parfait et politiquement illégitime crée une situation instable, où la légalité formelle ne suffit pas à garantir la paix durable. Un traité qui n'est que légal, sans être légitime, engendre des ressentiments structurels qui minent la stabilité de l'ordre international sur le long terme. Les conséquences de cette confusion entre légalité et légitimité se sont manifestées par la montée du revanchisme en Allemagne et l'échec du système de paix mis en place en 1919. Cela démontre qu'une signature ne suffit pas si l'accord n'est pas perçu comme juste par les populations concernées. Cette leçon demeure d'une actualité brûlante pour les négociations contemporaines, où le respect formel du droit international doit être couplé à une acceptation politique réelle, pour éviter de créer les conditions d'une future instabilité. Ce que remarquait Keynes. John Maynard Keynes a démissionné de la délégation britannique avant de publier en 1920 une critique systématique des conséquences économiques du traité. Son analyse identifie une absence totale de dispositions pour la réhabilitation économique de l'Europe dans son ensemble. Il constate aucune mesure pour transformer les anciens empires centraux vaincus en partenaires pacifiques, pas de mécanisme pour stabiliser les nouveaux États nés de la dissolution des empires, Pologne, Tchécoslovaquie, et rien pour réintégrer la Russie dans le concert des nations. Keynes souligne que le traité n'a pas construit la paix, mais a en réalité laissé toutes les conditions pour une future guerre. Cette critique s'est avérée prophétique puisque les lacunes structurelles qu'il pointait ont précisément conduit à l'instabilité économique, à la montée des nationalismes et finalement au second conflit mondial. Il démontre ainsi comment un traité juridiquement parfait peut politiquement préparer les conditions de son propre effondrement. La théorie des conséquences économiques développée par Keynes démontre que les traités de paix sont des actes à la fois économiques et politiques, dont l'ignorance de la dimension économique engendre des cauchemars sécuritaires auto-entretenus. En anticipant non seulement l'explosion économique à travers l'hyperinflation allemande de 1923, mais aussi la radicalisation politique qui s'ensuivrait. Keynes a révélé que des réparations insoutenables et une absence de plan de reconstruction créaient un cercle vicieux où l'instabilité économique nourrit le ressentiment national qui, à son tour, alimente la montée des forces révisionnistes. Lorsque les puissances victorieuses imposent un fardeau économique démesuré, sans mécanisme de réhabilitation, elles sabotent délibérément les fondements de la stabilité européenne et conditionnent l'apparition d'un nouvel ordre politique hostile à la paix. Cette analyse montre que la paix durable ne peut reposer uniquement sur des clauses juridiques et militaires, mais doit intégrer impérativement des solutions économiques viables pour éviter que les frustrations matérielles ne se transforment en menaces sécuritaires récurrentes.